Puis à un moment donné, j'ai réalisé, je me suis dit, mais même cette entreprise, elle n'est plus à toi. Tu as du pognon, tu n'as plus besoin de travailler. Donc il a fallu que en un instant, j'apprenne à jouer le rôle de rentier, de retraité. Et c'est difficile à apprendre tous ces rôles-là d'un coup. Et puis surtout, je ne savais plus quoi faire. Marc Simoncini, alors vous avez surfé sur la vague du net quand vous montez votre entreprise et comme vous le dites vous-même, vous avez eu quand même le nez creux puisque vous l'avez vendu au bon moment. On l'a dit tout à l'heure mais je le répète, je crois que vous avez réalisé la transaction la plus élevée, non ? 183 millions d'euros, soit 1,2 milliard de francs. Voilà, vous étiez 2 associés, ce qui vous a permis d'empocher, vous, après impôt, environ 150 millions de francs, 23 millions d'euros. Est-ce que vous aviez imaginé que votre entreprise pouvait valoir aussi cher ou vaudrait aussi cher un jour ? Non, j'ai jamais imaginé que cette entreprise pouvait valoir aussi cher, jusqu'à ce que les entreprises comparables à la mienne commencent à être cotées des fortunes. On éditait un portail internet qui s'appelait iFrance, qui s'appelle toujours iFrance, qui était parmi les plus gros sites en France. Donc il se trouve qu'on s'est trouvé au bon moment, avec le bon produit. J'ai pas trop dit qu'on a eu le nez creux de le vendre à ce moment-là. J'ai dit qu'on a eu beaucoup de chance. Ah, beaucoup de chance, pardon. Mais que c'est en même pas temps, tout. Oui. Parce que c'est vrai que le plus difficile, c'est de vendre. On a eu des propositions 10 fois moins élevées 2 mois et demi plus tôt. Et on a su dire non. Alors que déjà ça, c'était incroyable. Quand vous l'avez vendu, vous aviez quel âge ? 37 ans. 37 ans. Est-ce que, quand vous l'avez créé, vous vous êtes dit, on va faire vite, on va réussir ? Parce qu'en général, même dans la net économie, c'est toujours ce que se disent les gens. On gagne vite de l'argent et après, on se met à la retraite. Cette entreprise, je l'avais créée en 89. Oui. Donc, j'avais absolument pas idée de ce qu'était Internet en 89. J'ai ramé pendant 10 ans. Et cette boîte valait rien. Elle valait vraiment rien. Et puis on a pris le virage Internet et puis on a gagné la course. Mais il y a 10 ans, j'imaginais absolument pas que cette entreprise pouvait valoir ça un jour. Alors, avec cet argent, vous êtes quand même octroyé quelques gentilles folies, on va dire. Alors, ce qui est amusant dans tout ce qui est dit là, c'est qu'on a l'impression, que vos rêves, je le dis en plaisantant, ne le prenez pas mal, mais sont tous à 7-8 millions. Le loft, l'avion. Attendez. Donc, le loft, c'est grand, donc c'est cher, et pour Paris, c'est pas cher. Non, c'est vrai. L'avion, si je l'achète, c'est pour l'exploiter, donc de toute façon, il me coûtera rien. Ah, vous aussi ? Ah, bah oui. Décidément. Oui, sinon, j'achète pas un avion à 7 millions de francs. Pourquoi ? Ça serait indécent ? Ah, pour moi, oui, ce serait complètement indécent. Non, je le ferais pas. Alors, je l'ai fait dans un appartement, mais d'abord, c'était une obsession de mettre ma famille dans une maison. Monde, je crois que donc, une fois que j'ai eu fait ça, ça réunit tout le monde. Voilà. D'abord, je l'ai donné, mon argent, pour pas faire de folie. Parce que je savais pas comment j'allais prendre. Vous l'avez donné ? Je l'ai donné à ma famille, à mes enfants et à ma femme. J'ai gardé ce qu'il fallait pour remonter une affaire, au cas où j'ai une idée. Jamais à l'abri d'une mauvaise idée. Une bonne idée, pardon. D'ailleurs, vous dites que même l'appartement, vous avez cru faire une affaire. Peut-être que j'ai fait une affaire. Mais je sais pas. Ça fait sourire tout le monde. Ouais. Donc, je me suis mis à l'abri. Je sais que même si je pétais les plombs, parce que je ne savais pas comment j'allais réagir. Comment voulez-vous que j'imagine comment j'allais réagir ? On passe notre vie à essayer de se préparer contre les mauvaises nouvelles. On ne passe pas notre vie à se préparer contre les bonnes. Donc on se retrouve un peu surpris. Marc Simoncini, par rapport, vous, à votre famille, donc grand-père communiste, comment a réagi la famille ? Milieu modeste, mais avec des... Non, plutôt aisé. Mon père était fonctionnaire. Mais avec des frères et sœurs, si je ne me trompe, qui ont plutôt bien réussi, qui ont fait des études. C'est ça. Donc frère ingénieur. Oui, ma sœur a fait un billet de finance aux États-Unis. C'était vous, finalement, le... mon père disait... le cancre, non, j'étais pas le cancre, j'étais le poète. Ça n'a rien à voir. Pardon. J'étais cancre dans les médias qui ne m'intéressaient pas. J'étais plutôt pas mauvais dans celles qui m'intéressaient. On a bien compris. Donc, complexé par rapport aux autres frères et sœurs qui étaient de très bons élèves ? Non, pas du tout. Il me semble que non. C'est une des premières questions que je me suis posées en me disant, est-ce que tu n'as pas fait tout ça pour montrer que même en lisant Lamartine, on pouvait gagner du pognon ? Et je pense que non. Je pense pas que ça a été le moteur. Et alors, par rapport au grand-père ? J'y ai beaucoup pensé. J'ai beaucoup pensé à lui et ça m'a rendu encore plus mal à l'aise parce que je me suis dit, mais merde, mais qu'est-ce qu'il dirait s'il me voyait là ? Et ça m'a turlupiné. Et un jour, j'ai trouvé la réponse, je me suis dit, il se marrerait. Et bon, vous demanderez de tout distribuer. J'en suis resté là. Est-ce que vous avez fait... J'en ai déjà distribué beaucoup à l'État.
Alors, il y a une chose qui me semble essentielle dans ce que dit votre épouse, et ce n'est pas vous d'ailleurs qui en parlez, Marc, c'est cette mini-dépression que vous avez faite après la vente de l'entreprise. Donc vous vendez, ça devrait être l'euphorie. J'imagine que vous avez fait une fête. Pas du tout. Pas du tout. Enfin, j'ai fait une fête par hasard parce qu'une fête était programmée pour mon entreprise, pas du tout pour moi, le soir où on a signé. Donc il se trouve que je suis sorti d'une négociation extrêmement dure avec mon associé, on a travaillé beaucoup, et je me suis retrouvé à cette fête qui n'était pas du tout faite pour fêter la vente, mais qui était prévue de longue date. Et j'avais un badge en tant que PDG de la société, et toute la soirée on m'a demandé les toilettes. Et donc je me suis vraiment dit, ça change vraiment rien, quoi. Non, t'es très riche, mais on me demande les chiottes, c'est bon. Ça va, la vie continue comme avant, quoi. Et donc, après, tout de suite, vous rentrez en déprime? Non, j'ai eu une période, on a beaucoup travaillé, on s'est intégré dans le groupe qui nous avait racheté. Et puis à un moment donné, j'ai réalisé, je me suis dit, mais même cette entreprise, elle n'est plus à toi. T'as du pognon, t'as plus besoin de travailler, donc il a fallu que en un instant, j'apprenne à jouer le rôle de rentier, de retraité. Et c'est difficile à apprendre tous ces rôles-là d'un coup. Et puis surtout, je ne savais plus quoi faire. J'avais une maison, j'allais pas en acheter 3. J'avais une voiture, j'allais pas en acheter 4. J'avais 2 enfants, j'allais pas en faire 6. Donc je savais vraiment plus quoi faire. Et les boîtes de nuit, vous connaissez? C'est très drôle. Je me rappelle vaguement du concept. Arrêtez, Sylvana, de vouloir me débaucher à tout prix, écoutez. Écoutez, franchement, si vous me voyez danser une fois, vous avez compris. Non, c'est pas du tout. Non, pas du tout. Donc voilà, c'était plutôt de me dire qu'est-ce que je vais bien faire. Voilà, c'était ça qui était plus... L'argent que j'avais, d'ailleurs, il y a eu un article dans Paris Match où le journaliste a habilement repris une phrase où je disais à 60 millions près, je ne sais pas où j'en suis. C'est parce que j'ai dit, c'est que je n'avais pas compté ce qu'il allait me rester une fois que j'avais payé ces dizaines de millions de francs d'impôts. J'en savais rien. À 60 millions près, ça ne m'importait pas. Ce qui m'importait, c'était de savoir ce que j'allais bien pouvoir faire. Oui, c'est le manque de projet. Alors, j'allais vous demander justement, est-ce que c'est une sorte de baby blues? C'est une sorte de baby blues parce que c'est le deuil de toute une période d'efforts, de travail, peut-être en réaction contre ce que vous aviez vécu avant. Vous avez pris une revanche sur l'existence, vous n'avez pas de diplôme. Et vous vous êtes très très bien débrouillé. Et puis tout d'un coup, vous avez une immense somme d'argent qui vous tombe dessus et plus de projet. Et vous accolez là-dessus des étiquettes qui sont des étiquettes de vieux qui s'approchent de la mort, le rentier, le retraité. Mais c'est ce que vous n'êtes pas. C'est ce que vous abordez dans votre livre, justement. C'est souvent le syndrome de la richesse qui arrive très très subitement. Le syndrome de la richesse subite. Alors, c'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est un terme américain. Parce qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a beaucoup... c'est dur, mais bon. Il y a eu beaucoup de millionnaires de la net économie. Il y en a eu 60 par jour, dit-on, dans la Silicon Valley dans les années 99 et 2000 jusqu'au crack. Et souvent, ils ont tellement perdu leur repère par rapport à ce qu'est la réalité de la vie qu'ils font appel à des psychologues en syndrome de la richesse subite pour pouvoir retrouver leurs références et pour pouvoir gérer leur fortune, pas au sens patrimonial du terme, mais pour pouvoir à nouveau exister et savoir ce qui vaut de l'argent et ce qui ne vaut pas de l'argent et ce qui vaut la peine de vivre et de recréer d'autres désirs qui sont autres que de s'acheter des arbres exotiques qu'on fait livrer par hélicoptère parce que c'était la grande mode dans la Silicon Valley, par exemple. Quelque chose d'un peu futile et totalement inutile. Mais quels sont les symptômes justement de la richesse subite? La dépression. En même temps, c'est terrible ce qu'on est en train de dire, parce qu'à un moment où vraiment... Quand même, le problème, c'est le problème de manque d'argent pour la plupart des gens. De parler du syndrome de la richesse. Non, mais ça accroît encore le malaise. Oui. À qui voulez-vous que je raconte que je vais pas bien parce que j'ai du pognon? Non, mais... Oui, mais c'est pour ça que j'insiste. Riche et malheureux, c'est pas possible. On peut même pas le dire. Oui, on peut même pas se le dire à soi. On se dit, mais attends, non, c'est pas... Voilà, on le dit pas. Donc si on le dit pas, on le guérit pas. Est-ce que vous avez le sentiment, d'une part, que vous êtes vraiment retombé sur vos pieds? Et quand vous dites d'ailleurs, ce qui me semble aussi quand même, j'emploie beaucoup le mot sage, mais c'est vrai que vous l'êtes tous, vous avez gardé de l'argent pour un nouveau projet. Oui. C'est ça qui, en fait, c'est ça qui vous fait avancer à nouveau, c'est de pouvoir gamberger sur autre chose? Non, en fait, j'avais pas prévu ça. J'avais prévu d'arrêter de travailler 1 an et j'avais fait une liste de 300 livres que je m'apprêtais à lire. Et puis j'ai eu une bonne idée, enfin ce qui me semble être une bonne idée, ce qui est le pire qui peut m'arriver. Vous lirez. Et je me suis dit, je lirai quand je serai vieux. Et on peut savoir ce que c'est ou c'est trop tôt? Eh ben non, on peut pas savoir. Mais c'est sur Internet toujours. Ah, toujours. On m'a tellement
tellement dit que j'avais eu de la chance une fois que j'aimerais bien montrer qu'on peut l'avoir 2 fois. Et ce qui est quand même insensé aussi, c'est que c'est le rêve quand même de tout le monde. Dit si on pouvait prendre sa retraite jeune, en profiter, etc. À 37 ans, finalement, vous allez recommencer à travailler parce que vous ne savez pas vraiment quoi faire. C'est un plaisir aussi. Oui, c'est un plaisir. Et ça, dans les sondages, les gens disent on aimerait être rentier. Mais c'est inadmissible à quelqu'un qui a créé quelque chose. Parce que, en fait, la vente, on a parlé de ses stress et tout, la vente le met surtout, à un moment donné, dans un pays de non-existence. On existe par notre métier, par notre microcosme. On est reconnu en tant que quelqu'un qui travaille, qui crée des richesses, Et après, d'un seul coup, on n'est plus rien. Le pognon n'a pas d'importance dans cette histoire. Et c'est le fait de recréer quelque chose qui redonne une position sociale, une position... Je viens de la net économie, et dans la net économie, rien n'est normal. Et par exemple, on n'a pas de reconnaissance à diriger une start-up. Parce qu'une start-up, c'est une boîte de 15 salariés qui fait 15 millions de chiffre d'affaires. On n'a aucune reconnaissance. On n'a pas de reconnaissance à avoir. Écrire, ça fait partie de... Ah oui, alors ça c'est mon vrai rêve. Sauf que je me suis aperçu d'une chose, d'une évidence qui m'est apparue, c'est que l'argent n'achète pas le talent. Mais ça aurait été la vraie réussite, d'écrire un livre qui ne marche pas forcément, mais qui soit un succès d'estime. Ah, mais même si j'avais fait un livre qui avait été lu, ne serait-ce que par ma famille, sans que je leur offre, j'en aurais tiré une fierté 1000 fois supérieure à ce que j'ai fait. C'est vrai ? Mais 1000 fois, mais non, mais... Mais vous n'êtes pas fier quand même de ce que vous avez fait ? Pas du tout. Non, mais j'ai eu tellement de chance. Ah, mais... Vous avez le sentiment que c'est dû à la chance et non au travail ? C'était dû à une succession de tellement de chance en 15 ans que je peux pas un instant, je peux imaginer que quelconque talent ait amené ces chances-là. C'est du travail. Et puis, c'est de l'acharnement, parce que j'ai tout perdu 2 fois. Vous avez, pardon ? J'ai tout perdu 2 fois. Ah bah alors c'est peut-être important de le dire quand même. Vous voyez ? Je viens de m'en rappeler. J'ai tout perdu 2 fois. Donc vous avez recommencé, vous êtes reparti, vous avez travaillé. C'est de l'acharnement, c'est vraiment de l'acharnement. Voilà. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.